Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast de France Invest, le rendez-vous du capital investissement. Tous les mois, nous vous proposons des analyses, des visions, mais aussi des retours d'expérience pour décrypter et comprendre comment le capital investissement construit l'économie de demain, parce que l'avenir est capital et qu'investir, c'est le construire. Aujourd'hui, nous abordons un sujet central pour l'avenir du capital investissement, le climat. Comment les sociétés de gestion peuvent-elles structurer leur stratégie climat et comment passer à l'action concrètement, notamment vis-à-vis des sociétés que l'on peut avoir en portefeuille ou en participation. Comment France Invest accompagne ses membres sur ces deux dimensions. Quels sont les outils mis à leur disposition. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Medawar tout d'abord. Bonjour Nathalie. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Tu es Sustainability Managing Director chez Astorg, mais tu es aussi membre actif des groupes de travail climat de France Invest et notamment de l'initiative Climat International. On va en reparler, c'est un volet assez important pour accompagner les sociétés membres de France Invest, cette initiative Climat International. En deux mots, on reviendra un peu plus en détail sur ce que c'est, mais en deux mots, qu'est-ce que c'est cette ICI comme tu l'appelles également ? L'initiative Climat International a été fondée en 2015 par 5 sociétés de gestion françaises portées par France Invest et puis dans une dimension plus internationale pour l'ICI. Le but était d'aider les fonds à définir leur démarche climatique. Alors si je te demande de le définir dès maintenant, c'est parce tu vas nous expliquer un petit peu comment ça aide les sociétés de gestion dans leur transformation et dans leur transition, notamment pour la prise en compte des enjeux de climat ou de décarbonation. Mais avant ça, on a le plaisir d'accueillir également Simon Guichard. Bonjour Simon. Bonjour Nicolas. Tu es partenaire chez Argos Fund, plus particulièrement Argos Climate Action, et tu es co-lead du groupe de travail climat de la commission Sustainability. On va essayer de comprendre avec toi comment transformer les stratégies des sociétés en portefeuille. Mais avant cela, avec toi, Nathalie, on va essayer de comprendre comment on peut se transformer en tant que société de gestion. D'abord, un petit peu d'historique. Ça fait combien de temps que les sociétés de gestion s'intéressent concrètement au sujet climatique, Nathalie ? Peut-être la question un peu complexe, je dirais 10 ans ou plus. D'accord. Mais aujourd'hui, la façon dont on aborde le sujet climat a beaucoup changé. C'est ça la différence. D'accord, ça a changé comment ? Donc, il y a 10 ans, on cherchait plus à comprendre comment mesurer l'empreinte carbone, que veut dire risque, quelles sont les opportunités. Aujourd'hui, le sujet est devenu de plus en plus opérationnel. On cherche aujourd'hui à avoir des plans d'action, des leviers d'action, mais aussi comment gérer les risques ou investir. Donc, le sujet aujourd'hui n'est plus comment mesurer, mais comment décider où mettre les investissements. Comment on passe de la mesure à l'action, c'est ça l'enjeu aujourd'hui au sein des sociétés ? Tout à fait. Et c'est un sujet futur où on a des éléments de réponse dès aujourd'hui ? Je dirais les deux parce que c'est un sujet vivant. Donc aujourd'hui, on a des outils qui ont été définis depuis des années dans le cadre de ce groupe de travail France Invest, ICI. Mais aussi, il y a toujours de nouveaux blocages auxquels on doit répondre. Donc il y a des bases qui existent, mais le rôle du collectif est de continuer à avancer ensemble. Simon, même question, tu constates toi aussi que maintenant on sait mesurer la décarbonation, mais que maintenant l'enjeu c'est de passer à l'action ? Oui, complètement, et je pense que c'est extrêmement sensible chez les sociétés qu'on accompagne en tant que fonds, parce qu'on a replacé le climat au cœur des enjeux opérationnels. Et plus on avance, plus on place le climat au centre de la stratégie, on l'intègre dans le business plan, on définit, comme tu disais Nathalie, des plans d'action, et on investit à leur côté pour les aider à accélérer sur ces sujets. Ça fait partie d'une stratégie d'investissement, le climat, aujourd'hui ? C'est complètement nécessaire d'avoir cette stratégie d'investissement à la base. Et ensuite, il faut la décliner en action. Et c'est là où on passe vraiment dans le sur-mesure avec chacune des sociétés. Nathalie, pour le coup, chez France Invest, il y a un certain nombre d'outils qui permettent d'accompagner les sociétés de gestion justement dans la prise en compte des sujets climat dans leur stratégie d'investissement. Avant de parler des outils, comment on fait quand on est une société de gestion et qu'on veut accélérer sur ces enjeux climatiques ou ces enjeux de décarbonation ? Je dirais on commence par rejoindre les initiatives collectives pour apprendre des autres. D'accord. France Invest ou ICI, parce qu'il y a une multitude d'outils, de guides qui ont été publiés durant les 10 dernières années. Et on peut profiter de cette plateforme d'échange pour apprendre des autres. D'accord. Et ensuite, concrètement, ICI, par exemple, quel est son rôle dans l'accompagnement des sociétés de gestion dans la prise en compte des enjeux climat ? Je reviens à la publication, je dirais plusieurs volets. Publication de guides et d'outils, créer cette plateforme d'échange, mais aussi avoir ce rôle de formation et de plateforme pour collecter les retours collectifs
et les transmettre aux standards internationaux tels que SBTI, par exemple. Les retours collectifs face à une réglementation, par exemple ? Tout à fait. Je peux te donner l'exemple concret. Par exemple, en 2021, quand les Science Based Targets, c'est l'initiative sur le climat, voulaient définir des standards pour le private equity, l'ICI et France Invest ont joué un rôle clé pour monter le retour du marché à SBTI, ce qui a rendu ce standard beaucoup plus concret. SBTI, c'est Science Based Target, c'est ça ? D'accord. Tout à fait, désolé pour donc tous les acronymes. Donc ça, c'est un élément réglementaire qui a été discuté au niveau européen, si je ne dis pas de bêtises ? C'est une initiative plutôt pas réglementaire, mais un standard de marché qui donne comme un tampon que la démarche aujourd'hui climat d'une entreprise ou d'une société de gestion est alignée avec les accords de Paris. Et alors là, le rôle de ICI, donc je répète, Initiative Climat Internationale, c'était de récupérer quelque part ces éléments et de faire un retour du secteur, du marché du capital investissement pour dire oui, c'est cohérent ou c'est pas cohérent, est-ce qu'on arrive à l'utiliser ou non, c'est ça ? Tout à fait, et je pense que c'est ce qui a rendu cet outil, ce standard plus vivant. Parce que des standards qu'on n'utilise pas n'ont pas d'impact et le rôle de l'ICI, de France Invest et du collectif était notamment de rendre ces standards utilisables. Est-ce que du coup, oui Simon, je vois que tu veux réagir également. Oui, je trouve ça très intéressant parce que le standard SBTI, il est fait pour les grandes entreprises à la base et il doit être décliné pour une industrie de niche qui est le capital investissement. D'accord. Et l'ICI a permis de porter d'une seule voix, la voix des fonds d'investissement en Europe, et même plus loin, aussi aux États-Unis et en Asie, pour faire évoluer le standard et le rendre simplement applicable. Cette ICI, donc du coup, c'est une initiative à laquelle France Invest a pris part. Est-ce que dans cette matière mouvante qu'est la réglementation vis-à-vis des initiatives climat, c'est un allié pour se mettre à jour alors que la réglementation évolue régulièrement, Nathalie ? Tout à fait. Dans France Invest, il y a plusieurs groupes de travail. Le groupe de travail réglementation a justement ce rôle de veille, décryptage, plus de pédagogie pour les membres, alors que sur le climat, c'est le groupe climat qui va aussi faire remonter le retour collectif. Quand on est une société de gestion, on peut prendre peur un petit peu dans sa transformation et se dire... Qu'est-ce que je fais concrètement ? Il y a CSRD, SFDR, la taxonomie européenne, des réglementations qui sont potentiellement remises en cause à l'heure actuelle, d'autres qui sont simplement en train d'évoluer. Concrètement, comment je me mets aux normes de la réglementation avant d'aller simplement vers ce que j'aurais envie de faire moi en matière de stratégie climat ? Mais comment est-ce que je m'assure d'être dans les standards du marché aujourd'hui, Nathalie ? Aujourd'hui, on est certainement dans une phase de transition. Au niveau des réglementations, peut-être parfois un peu de confusion. Je dirais suivre la veille, les dernières actualités pour se mettre en conformité et voilà. Et toi-même, dans ton parcours, quand il s'est agi de mener une transformation en interne, comment est-ce que tu as agi ? Je peux revenir concrètement à des outils qui étaient disponibles. Donc, comment commencer, par où commencer ? Le guide climat de France Invest permet d'aider une société de gestion à mettre en place sa démarche. Donc la première étape pour toi, ça a été de regarder le guide climat de France Invest. D'accord. C'était participer au groupe de travail qui nous a donné l'élan pour commencer à mesurer, définir notre démarche en s'inspirant aussi du guide climat. Mais aussi aller plus loin. Récemment, il y a eu la publication du programme Accélération Climat qui était un programme de formation qui nous aide, nous et les équipes, à déjà comprendre que veut dire climat, mais aussi avoir des clés sur comment agir avec les sociétés en portefeuille. Donc ça, c'est les outils que tu avais à ta disposition. Et ensuite, concrètement, comment tu as mené cette transformation ? Et après, je poserai la même question à Simon. Donc, on a utilisé les outils disponibles. Donc, j'ai cité 2 outils. Il y en a beaucoup. Je peux peut-être passer des heures à citer les outils. Mais je veux dire, donc, on a utilisé les outils pour définir la démarche. Et puis, l'étape suivante était d'avoir des objectifs concrets. D'accord. Donc, le travail avec ICI et SBTI nous a permis d'avoir des objectifs concrets. Et après, on a utilisé différents outils disponibles pour l'engagement. Je veux aussi citer un autre guide qui était utile pour moi, c'est A Case for Net Zero and Private Equity, parce qu'une des questions que je me demandais, c'est comment je peux convaincre mon management, parce que le climat est très technique. Donc, comment simplifier le climat ? Et au lieu de réinventer toute l'histoire, j'ai pu utiliser ce guide, par exemple, pour parler à mon management. Dans les discussions avec le management, pour alerter sur les bienfaits potentiels d'une stratégie climat adaptée à un fonds.
Tout à fait. Et concrètement, aujourd'hui, il y a d'autres outils qu'on utilise encore, comme PMDR, c'est le dernier que je cite maintenant. PMDR, PMDR, je vais définir, c'est Private Market Decarbonization Roadmap. Désolée, il y a beaucoup d'outils, mais je trouve, pour moi, c'est un outil très important. Parce qu'avant, on n'avait pas un moyen de positionner nos sociétés en termes de maturité carbone. C'était une façon plutôt subjective de faire cette analyse. Et cet outil a été publié par Bain et l'ICI pour justement nous aider à avoir un vocabulaire commun pour communiquer en interne et en externe sur où on positionne nos sociétés. C'est un outil aussi très simple et avec comme résultat ce niveau de maturité. C'est intéressant parce que si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est que la partie mesure, mise en place d'une mesure sur la décarbonation, c'était presque la partie la plus simple dans la stratégie climat. Et là, ensuite, il faut réussir à se positionner par rapport à son secteur, essayer de convaincre son management, se demander comment on met en place sa stratégie. Et c'est là où on passe le plus clair de son temps aujourd'hui, si je comprends bien. Tout à fait. Il y a 10 ans, on essayait de comprendre la pédagogie. Aujourd'hui, on essaye de savoir quelles sont les priorités, quel levier d'action avoir et où investir. Simon, est-ce qu'on arrive à trouver des réponses à tout ça si on regarde dans ton histoire à toi vis-à-vis des stratégies climat et de la transformation potentielle que tu as pu mener ? Ah oui, complètement. Ton travail, Nathalie, c'est de bosser principalement sur la stratégie climat et ensuite celui des investisseurs, c'est aussi de traduire cette stratégie climat pour faire avancer les sociétés qu'on accompagne. Et donc, c'est de les aider, leur donner les outils, les clés pour traduire en actions opérationnelles et les accompagner dans la mise en place de ces actions opérationnelles. Et c'est pour ça que les outils de France Invest, ils se focalisent à la fois sur la stratégie des fonds, mais aussi sur des leviers très concrets qu'on va pouvoir mettre en place dans les sociétés qu'on accompagne et qui vont leur permettre d'accélérer. Donc on ne commence pas de zéro, on a déjà des clés et on anticipe déjà les actions. Est-ce qu'il faut avoir soi-même réalisé la transformation de son fonds pour ensuite aller donner des conseils aux participations, aux entreprises qui font partie des participations ? Alors c'est sûr que c'est là je te rejoins complètement Nathalie, il faut commencer par le guide climat qui donne les grandes lignes de la stratégie. D'accord. Il faut commencer par se mettre en conformité avec le cadre réglementaire, mais tout ça, ça va plutôt vite. Ensuite, on peut très rapidement aussi en parallèle commencer à produire certaines actions dans les sociétés. Et là, le dialogue avec le management est primordial. Il faut que tout le monde soit aligné sur les actions à mettre en place. Avant qu'on parle vraiment des stratégies pour les sociétés en portefeuille, est-ce que mettre en place une stratégie climat, c'est juste se mettre en conformité vis-à-vis d'une réglementation existante ? Non, de notre point de vue, c'est bien Nathalie plus que ça. dit non de la tête, mais je te laisse répondre d'abord. Non, mais je pense qu'on est complètement alignés là-dessus. Avoir une stratégie climat, c'est déjà savoir anticiper les évolutions de son fonds et de ses sociétés en portefeuille pour de nombreuses années. On parle de décennies, donc c'est avoir déjà un horizon long terme et c'est une boussole qu'on va suivre dans toutes les actions concrètes qu'on met en place dans les sociétés. Nathalie, même question. Derrière, en fait, il y a cette question de pourquoi un fonds d'investissement en capital investissement doit lui aussi actionner cette transformation avec cette stratégie climat. Alors, le climat aujourd'hui est intégré dans la décision d'investissement. Si on revient très tôt au pré-investissement, quand le sujet est matériel, on analyse le climat pour donner au comité d'investissement toutes les cartes en main pour savoir s'il faut investir ou pas, sur les risques, les opportunités, donc pour avoir tous les éléments avant de décider. Mais plus sur le positif, pour la question qui porte, est-ce que c'est un sujet de reporting ? Je dirais non, parce qu'aujourd'hui, on a concrètement des exemples d'entreprises en portefeuille, par exemple dans le secteur de la santé, où certains clients vont demander à leurs fournisseurs d'avoir des démarches climat robustes. Et aujourd'hui, ne pas se mettre au niveau veut dire un chiffre d'affaires à risque. D'accord. Pour les sociétés en participation, Pour les sociétés en participation. Donc nous aussi, on cherche à trouver, à faire le lien entre le climat et la création de valeur. Comment intégrer le client dans le business plan quand le sujet est pertinent. Et pour les sociétés de gestion, est-ce que c'est se mettre en risque vis-à-vis de potentiels investisseurs si jamais on n'a pas la stratégie climat adéquate ? Aujourd'hui, les pressions les attentes des investisseurs sont toujours là. Donc, elles n'ont pas diminué. On reçoit toujours des milliers de questions de nos investisseurs sur ces sujets. D'accord. Donc ça vient des investisseurs aussi ? Aussi. D'accord. Ils attendent des fonds qui mettent en place une stratégie climat ou en tout cas qui intègrent le risque vis-à-vis des participations de ne pas avoir suffisamment pris en compte une stratégie climat. Je dirais que en termes de ce que je vois dans les attentes des investisseurs, elles deviennent de plus en plus détaillées. C'est avoir plus de visibilité sur la data du portefeuille. Des plans d'action concrets, comment on prend en compte le risque climat s'il est pertinent. Donc, ils demandent plus concrètement comment le climat est lié à la création de valeur et la protection de valeur. Simon,
Si on regarde maintenant qu'on a parlé des sociétés de gestion, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises en portefeuille dans une stratégie de décarbonation? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Par quoi est-ce qu'on commence quand on est soi-même fonds de capital investissement et qu'on doit aller vérifier si les sociétés en portefeuille ou en tout cas accompagner les sociétés en portefeuille dans une stratégie de décarbonation? Alors, comme sur chaque sujet, ici on commence par le commencement, et le commencement c'est de savoir bien mesurer. D'accord. Donc de savoir quel est notre point de départ. Et une fois qu'on a pu faire un bilan carbone, une empreinte carbone précise sur les fameux scope 1, scope 2, scope 3, ensuite on peut se poser la question des leviers d'action. Cette mesure, elle peut poser quelques difficultés, parce qu'on travaille avec des sociétés du non-côté, qui n'ont pas forcément les mêmes armes qu'une grande entreprise pour accéder à ces démarches-là, mais en mobilisant le bon écosystème, les bons conseils, les bonnes données, en ayant la volonté des investisseurs derrière, finalement, aujourd'hui, mesurer, c'est plus un axe très différenciant. N'importe quelle entreprise accompagnée par un fonds doit être capable de mesurer assez précisément sa base de départ pour pouvoir prendre des mesures concrètes. Donc les entreprises ont conscience qu'elles vont devoir fournir un certain nombre de données, même sur ces sujets de décarbonation, si elles veulent attirer des fonds à leur capital. Absolument, et parfois c'est plus difficile à avoir. Sur l'énergie qu'on consomme, c'est très facile. Sur un fournisseur et quel est le bilan carbone d'une matière qu'on achète, c'est plus dur. Mais cette empreinte-là, elle se précise année après année. L'entreprise mûrit, aussi accompagnée par le fonds, et la démarche se précise ensuite sur les années futures. Ça ressemble à quoi un diagnostic carbone réussi ? On peut donner un petit exemple, c'est d'arriver à faire rentrer une nouvelle dimension dans la stratégie et dans l'opérationnel. Une entreprise industrielle, par exemple, qui aurait plusieurs sites industriels, va vite se rendre compte que pour la même activité, on peut avoir des différences de 40 à 50% entre un site qui est situé en France et en Allemagne, simplement parce que l'électricité produite en France est plus décarbonée. Et donc, à activité équivalente, en fait, ce qui va jouer, c'est la zone géographique et la provenance de l'énergie qu'on utilise. Exactement. Et en fait, c'est un peu la même chose sur tous les postes. Pour les matières premières, c'est aussi la même chose. Dans l'agroalimentaire, on sait que les cultures dans certains pays sont beaucoup plus carbone intensifs, comme on dit, que dans d'autres. Et ça, une fois qu'on a fait ce bilan d'ouverture, si on veut, au niveau carbone, ça donne des pistes très concrètes et ça fait voir l'opérationnel et la stratégie sous un autre angle. Ensuite, une fois que la mesure est réussie, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on met en place des leviers d'action? Nathalie nous parlait tout à l'heure des discussions qu'on a vis-à-vis de son management quand on mène une transition au sein de sa propre entreprise, même quand son entreprise est un fonds de capital investissement. Là, il faut, j'imagine, aller discuter avec le COMEX des entreprises en participation pour voir comment on peut mettre en place des plans d'action suite aux mesures qu'on a réalisées. Absolument. Et parfois, pour certaines entreprises, ça devient un enjeu qui est aussi important que la stratégie, le financier, les sujets sur lesquels on accompagne les entreprises au quotidien en tant qu'investisseur. D'accord. Et pourquoi? Parce que on parle de ressources, on parle de risques potentiels sur le business demain? Oui, et d'ailleurs, on le voit souvent sous l'aspect des risques, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. D'accord. On parlait de positions à conserver chez ses clients, d'appels d'offres à gagner, de cahiers des charges à respecter. Et tout ça, le management le comprend très vite. Et lorsqu'on comprend ça, on s'inscrit ensuite dans une logique d'action concrète sur différents leviers. On peut parler de l'énergie, ça c'est le levier le plus immédiat. En général, après la crise de 2022, l'augmentation des prix de l'énergie, les entreprises sont très matures sur ces sujets. Bien sûr. Et une fois qu'on creuse ce sillon, on arrive au sujet du transport des personnes et des matières. Mais creuser le sillon de l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de fournisseur d'énergie, diversifier ses arrivages en énergie, ça veut dire quoi concrètement agir sur l'énergie? Une fois qu'on a fait ce bilan carbone qui nous donne les postes principaux, il faut les attaquer un par un. Donc on attaque les plus émissifs. Et typiquement, une société qui a effectivement beaucoup d'approvisionnement en énergie, en électricité par exemple, va pouvoir changer son approvisionnement pour de l'énergie verte, de l'électricité plus décarbonée. C'est un levier qui est très fort. Ensuite, il y a le transport, tu le mentionnais, donc on peut décarboner le transport aussi en changeant de manière d'acheminer par exemple des produits ou des matières premières, c'est ça? Verdir sa flotte de véhicules, travailler avec des fournisseurs plus vertueux, passer au rail-route alors qu'on était sur du transport aérien, tout ça c'est des leviers qui s'étudient à la fois d'un point de vue climat, mais qui ne sont pas seulement théoriques, qui ont un ROI, qui s'étudient d'un point de vue opérationnel et qui permettent à l'entreprise d'avancer.
Alors là, en revanche, j'ai du mal à voir l'opportunité, parce que j'ai plus l'impression que tu réduis un risque quand tu agis sur le transport ou l'énergie. Où est l'opportunité de la mise en place d'une stratégie climat ? Alors pour donner un exemple très basique, le rail route, c'est très intéressant. Le rail route, ça paraît compliqué, mais en fait aujourd'hui c'est assez accessible à la plupart des entreprises. Lorsqu'on veut transporter quelque chose, c'est moins cher et sur les grands axes plus efficace, plus rapide parfois que du transport par camion. D'accord. Ça, c'est un levier qui est immédiatement actionnable. Une entreprise ne pourra pas switcher 100% de son transport sur du rail route, mais tout ce qu'elle aura fait sera du gain carbone et euros. Nathalie, tu le vois aussi dans l'approche de la décarbonation vis-à-vis d'entreprises que tu peux avoir en portefeuille, le fait qu'il y a effectivement un volet risque, mais que derrière, il y a aussi un volet opportunité et donc potentiellement réduction de coûts ou nouveau business pour les entreprises en question ? Oui, tout à fait. Et je rajoute, par exemple, pour l'énergie, à ce que Simon a dit, l'opportunité de faire des audits énergétiques pour réduire les coûts opérationnels. On a plusieurs cas concrets dans notre portefeuille qui ont eu, comme on dit, des quick wins, en mettant en place de petites modifications pour déjà réduire la consommation d'énergie avant de switcher à l'énergie verte. D'accord. En termes d'opportunités, une des questions qu'on pose, c'est combien de vos clients ont des questions climat ? Et on se rend compte parfois qu'il y a jusqu'à 30% de clients qui ont des demandes climat. Qu'est-ce que c'est des demandes climat ? Sur l'empreinte carbone du produit, par exemple, surtout c'est ce type de questions. Est-ce que vous avez une démarche climat ? Quel type d'énergie vous sourcez ? Mais surtout des questions, quelle est l'empreinte carbone du produit que j'achète ? D'accord. Et donc le risque, c'est si je me mets pas aux normes vis-à-vis d'une stratégie climat, c'est de perdre des clients pour qui c'est important d'avoir des fournisseurs qui respectent un certain nombre de règles en matière de décarbonation. Oui, tout à fait. Et à contrario, l'opportunité, c'est d'aller gagner de la part de marché sur les entreprises qui n'ont pas bougé assez vite sur ces marchés-là. Ça peut devenir un avantage concurrentiel, une stratégie climat réussie et une décarbonation avec un peu d'avance sur ses concurrents ? On a déjà un exemple d'entreprise qui a pu gagner dans le secteur de l'industrie, qui a pu gagner des parts de marché parce qu'elle avait une meilleure maturité sur le carbone et pouvait donner l'empreinte carbone du produit. Donc, comparé à ses concurrents, les clients ont préféré travailler avec eux. Donc, être capable de mesurer l'empreinte carbone de son produit, ça peut permettre de gagner des parts de marché ? Oui, selon le secteur, je dirais. J'irais même un peu plus loin, c'est être capable de mesurer l'empreinte carbone de son produit et de montrer qu'on va pouvoir la réduire. D'accord. Je pense qu'on doit aller au-delà de la simple mesure pour créer un véritable avantage concurrentiel. Mais ensuite, il peut être très fort. Simon, j'ai envie de poser cette question. Le rôle d'un fonds en capital investissement, c'est quand même de dégager de la rentabilité à la fin. Ça veut dire que la rentabilité, ça vient forcément aujourd'hui par la prise en compte des risques de demain ou des opportunités de demain, et donc par la prise en compte des enjeux de décarbonation. Oui, moi je trouve qu'il y a eu une vraie évolution dans les dernières années. C'est qu'on commence à intégrer le climat comme à part entière dans le business plan. À le considérer avec une logique d'investissement, une logique complètement héroïste. Et on sait que sur certaines initiatives, la décarbonation va permettre de gagner de la part de marché, on en a parlé, ou alors stabiliser la marge. Lorsqu'on change son approvisionnement en énergie, on peut utiliser cette opportunité pour sécuriser son énergie et stabiliser sa marge. On augmente aussi beaucoup l'attractivité de l'entreprise. En fait, il ne faut pas sous-estimer l'attractivité que peut avoir une entreprise plus verte que ses concurrents. Et lorsqu'on va mettre tout ça ensemble, finalement, en tant que fonds d'investissement, on va chercher à coupler la démarche économique et écologique, et à la fin, pour aller aussi avoir un meilleur rendement. Et on a des exemples qui montrent que ça marche aujourd'hui. Nathalie, on peut voir parfois les stratégies climat ou décarbonation comme une contrainte réglementaire, mais en fait, là, si je comprends ce que vous êtes en train de me dire tous les deux, c'est que c'est plutôt un levier business pour une entreprise qui est capable de se projeter dans l'avenir et dans le chiffre d'affaires de ces prochaines années. Oui, tout à fait. Selon le secteur, je dirais on commence par une analyse de matérialité, et lorsque le sujet est matériel, il peut vraiment être un vrai levier de création de valeur. Un mot peut-être du financement. Alors peut-être avec toi, Simon, transformer, c'est bien, ouais. Décarboner, c'est bien, mais souvent il faut financer. C'est un sujet à part entière, le financement de la décarbonation aujourd'hui des entreprises ? Oui, ça l'est. Il y a un chiffre qui m'avait frappé, c'est que lorsqu'on interroge les patrons de PME, il y en a plus de 60% qui citent l'accès au financement, le montant des investissements comme un vrai frein à la décarbonation. D'accord. Donc on est face à une population de dirigeants qui veut bouger et à qui il manque le financement et parfois l'expertise et l'écosystème pour pouvoir bouger. Donc quand toi tu investis dans des sociétés, tu regardes si elles ont une stratégie de décarbonation, mais elles te répondent pour que j'ai une stratégie de décarbonation, il faut que j'ai accès à des financements pour pouvoir décarboner, c'est ça ? Exactement. Et plus on regarde du coup le sujet climat
tôt dans le cycle d'investissement, même avant d'avoir fait l'investissement, plus on peut construire notre business plan, intégrer ce financement-là au cœur de la stratégie, au cœur du plan financier. Et nous, en tant que fonds, c'est aussi notre rôle d'aller aider à stimuler l'accès à certains financements. On a une vision, et ça on le retrouve aussi dans les outils qu'on a dans la boîte à outils climat chez France Invest. On peut avoir une vision un peu 360 degrés des mécanismes de subvention, des mécanismes de prêts verts, des mécanismes de certificats à économie d'énergie, et aider l'entreprise à aller chercher ce qu'il faut pour dérouler le plan. Subventions, prêts verts, certificats économie d'énergie, c'est les solutions qu'on peut proposer quand on manque de financement pour mettre en place une stratégie de décarbonation. C'est ça, on peut innover aussi sur les financements qu'on propose ? Oui, on peut innover, et la démarche qui a vraiment percé dans le marché ces dernières années, c'est la démarche du SLL, pour Sustainability Linked Loans. D'accord. Et il s'agit en fait de construire un partenariat avec son financeur pour obtenir une remise sur les taux d'intérêt en fonction d'objectifs qui peuvent être climat ou autres, mais qui sont souvent focalisés sur le climat pour la décarbonation. Et ça montre bien que les financeurs savent pricer le risque qui est évité par la décarbonation. Donc une société qui se décarbone est une société moins risquée, une société qu'on va financer à plus bas coût. C'est un avantage économique direct pour l'entreprise. Moins de risques, et donc on peut emprunter moins cher parce qu'on a pris en compte ce risque-là. Est-ce que l'un et l'autre, et peut-être Nathalie pour commencer, vous avez des exemples dans des entreprises que vous accompagnez de décarbonation qu'on pourrait qualifier de réussie à l'instant T, même si j'imagine qu'il y a encore beaucoup à faire puisque le monde évolue sans cesse, mais à un instant T, on se dit tiens, c'est des entreprises qui sont plutôt en avance sur leur marché en matière de décarbonation. Oui, tout à fait. Je vais commencer par un exemple de SLL, Sustainability Linked Loan, où on a mis le climat et qui a pu permettre de lancer cette démarche de décarbonation. Donc, première étape, on a ces objectifs. Après, c'était de mesurer. Et une fois qu'on a mesuré, on a identifié un poste d'émission lié aux matières premières, les solvants, beaucoup de solvants utilisés. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est recycler les solvants. Mais quand on va voir le management, le board, la réponse c'était construisez le business case. Et dans ce cas, c'était vraiment ce qu'on a fait avec l'entreprise. On les a accompagnés pour construire ce business case, pour voir que si on recycle les solvants, on aura beaucoup de réduction de coûts opérationnels qui vont couvrir les investissements et en même temps réduire 12% des émissions. Donc là, c'est une vraie success story. Parce qu'il fallait que recycler les solvants, ce soit rentable pour justifier aussi la démarche vertueuse d'un côté sur la décarbonation, mais aussi d'un point de vue business, si je comprends bien. Tout à fait. Simon, un exemple de décarbonation réussie, à l'instant T en tout cas. Ouais. On peut prendre une société qui a une flotte de véhicules importante, qui est dans les services B2B, et qui va mobiliser un approvisionnement centralisé en biofuel, donc en biofuel de seconde génération, sans compétition avec les usages alimentaires, des huiles de récupération, pour l'avoir fait transformer en HVO et le mettre dans les camions. Ça permet aujourd'hui à l'entreprise de parcourir plus de 25% de ses kilomètres parcourus par an avec ce fuel vert qui décarbone de 80% par kilomètre. Donc ça a un effet absolument majeur, avec un surcoût assez minime et qui permet d'être aussi financé en partie par les clients, en partie par la marge de l'entreprise et aussi en partie par toutes les incentives qu'on a pu mettre en place au niveau du financement. Le financement de l'entreprise est aligné là-dessus, tous les objectifs sont clairs et l'entreprise avance sur ce chantier-là. Il y a quand même un enjeu, c'est qu'il ne faut pas que ça coûte plus cher de mettre en place une stratégie de décarbonation, si je comprends bien, Simon. Il faut qu'on puisse la valoriser in fine. Et D'accord. je pense que c'est un message qu'on voulait faire passer aussi à tous les fonds d'investissement, c'est que la démarche de ROI de ces actions, elle est complète. Elle doit passer par effectivement la marge qu'on peut tirer d'un produit ou d'un service. Elle doit passer aussi par l'attractivité qu'on va donner à l'entreprise et qui va se retrouver à la sortie si on a réussi à construire cet avantage compétitif, si on a réussi à le rendre durable. Et lorsqu'on met tout dans un business plan, le financement et les incentives qu'on peut avoir, on en a parlé, la marge sur les produits, l'approvisionnement en énergie sécurisée, tous ces avantages-là, on doit les intégrer dans une démarche d'opportunité. Et la somme de tout ça peut être complètement positive sur la plupart des actions. Et je dois dire que même dans tous les cas qu'on a vus, elle est souvent sous-estimée. D'accord. Nathalie, alors on a évoqué effectivement les discussions avec le COMEX sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui fait la différence pour faire en sorte que les démarches dont on parle prennent vie sur le long terme au sein des entreprises ? Aujourd'hui, on sous-estime un peu le défi d'accompagnement du changement en interne. Donc, comment aligner les intérêts ?
Il y a aujourd'hui plusieurs méthodes. Il y a certains fonds qui mettent le climat dans la rémunération des dirigeants ou même dans le bonus des équipes d'investissement. On a aussi évoqué les Sustainability Linked Loans, mais tout pour accompagner les dirigeants et les équipes d'investissement dans cette démarche climat. Il y a une volonté, si je comprends bien, Simon, d'aligner les intérêts entre ceux qui dirigent l'entreprise et la volonté de mener une stratégie de décarbonation, c'est ça ? Oui, complètement. Je pense que les stratégies qu'on a vues les plus réussies, elles étaient là lorsque tous les intérêts étaient alignés, lorsque c'était le plus clair possible dès le départ et lorsque les mécanismes étaient mis en place, si ce n'est déjà au moment de l'investissement, vraiment très rapidement après l'investissement. Merci Nathalie, merci Simon pour votre participation à ce podcast France Invest. Merci également à toutes et tous qui nous avez écoutés et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast France Invest. Merci beaucoup Nicolas.